Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, on se voit dans le contexte des upgrades liés aux fins de vie des offres Dedicated Cloud. Donc, des offres lancées depuis 2011. Alors, ça ne nous rajeunit pas, mais effectivement, c'est les offres OVH Cloud qui ont été lancées pour permettre d'avoir du VMware, que l'on n'a jamais décommissionné et qui nous amène donc à aujourd'hui à engager un cycle de vie et qui forcément, naturellement, nous amène effectivement à nous rencontrer. Il y a des questions qui sont tout à fait naturelles. Et le but, c'est qu'effectivement, au bout de cette heure-ci, vous ayez un maximum de réponses pour engager ces upgrades et puis effectivement avoir géré la chance et puis le profit de ces nouvelles offres qui sont vraiment beaucoup plus performantes. Donc autour de la table, on est plusieurs, hein, des personnes visibles, des personnes qui sont également disponibles s'il y a besoin effectivement de les convier autour de la table. Donc il y a Hubert Maréchal qui est Product Manager sur VMware. On a Thibaut Guillardot qui est au support en tant que Cloud Technical référent. Et on a Lionel qui représente le Professional Services et moi-même qui est au niveau du produit marketing. Un petit rappel, on va être très court, hein, je vous rassure, on est vraiment dans un but d'échange, mais au moins on a les mêmes bases pour pouvoir engager la conversation tous ensemble. Donc la première chose, c'est que effectivement on est en situation de fin de vie des offres Dedicated Cloud, hein, donc c'est les offres qui sont entre 2011 et 2016, et que là effectivement on est dans une démarche d'aller vers les upgrades vers les offres VMware Premier et Essential. Les deux dates qui sont à retenir, c'est effectivement celles qui sont là devant nous. C'est la première chose, c'est que toutes les options, l'ajout de nouveaux hosts sur les anciennes offres, l'ajout de data store sur les anciennes offres, ne seront plus possibles à partir de fin février. Donc, toute situation de croissance ou autre qui peuvent être liées au cycle de vie de votre infrastructure ne pourra plus être fait. La deuxième chose, c'est la fin de vie complète de l'offre, c'est-à-dire décommissionnement des offres qui arriveront derrière. C'est le 31 juillet 2022. Pourquoi on fait cette fin de vie? Donc la première chose, c'est que on a une démarche, comme vous pouvez le savoir, de support matériel qui est supporté par VMware. Et avec les nouvelles versions de VMware qu'on est en train de déployer, on arrive effectivement dans des limites de support qui en sont associées. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite effectivement améliorer la fiabilité des offres. On a des offres les plus anciennes qui ont des taux de panne qui sont plus importants que d'autres. Ensuite, on veut apporter de meilleures performances et une meilleure expérience, parce que directement à ce qu'on vient d'évoquer, tant que ça se passe bien, il n'y a pas de souci, mais on voit effectivement aussi de plus en plus de cas clients où on a des difficultés à maintenir une stabilité sur du matériel plus ancien. Améliorer le life cycle produit. Donc là, aujourd'hui, c'est, comme on le dit, c'est une offre qu'on n'a jamais décommissionnée, mais on a tout un process qui est en train de se structurer. Hubert pourra peut-être partager quelques mots aussi sur le sujet, mais on va rendre en fait ce life cycle visible pour vous donner le maximum de visibilité et comprendre en fait où en est une offre, à quel moment elle risque effectivement de rentrer dans un cycle de vie, de fin de vie. Et puis évidemment aussi vous donner de la visibilité sur les nouvelles offres qui seront à venir. Il y a la fin, il y a les débuts aussi de nouvelles offres qui peuvent être super intéressantes. Et le dernier, c'est un point très important, c'est que comme on est sur du matériel assez ancien, on a des problèmes de pièces, en fait, de pièces détachées pour pouvoir réparer le matériel. Comme vous le savez, on est un industriel, on a géré une bonne maîtrise quand même de notre logistique pour avoir nos pièces, mais on arrive dans des limites sur des offres qui sont aussi anciennes. Passons aux questions. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Là, vous voyez l'ensemble des participants qui sont là. J'en profite également pour dire qu'il y a également Franck Costa qui est là aussi pour répondre aux questions. Donc, on les a regroupés un peu par catégorie. Donc, vous retrouverez normalement vos questions hein, que vous avez. On n'a pas fait de filtre. L'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le concret. N'hésitez pas dans le chat à intervenir si vous voyez effectivement, alors, vous avez vu, hein, il y a questions. Il y a chat dans l'outil. Le chat, c'est le meilleur moyen pour pouvoir effectivement avoir vos remarques. N'hésitez pas. Donc, la première question, c'est quelle assistance, pardon pour le petit message qui arrive. Hop, je n'arriverai pas à l'avoir. Voilà, les écrans trop grands. Hop, voilà. Hop. Quelle assistance OVH Cloud est prévue pour accompagner les clients? Donc, un support joignable dédié à la migration est-il prévu?
Bonjour à Donc, tous. Du coup, alors sur le support, il n'y a pas de support dédié à la migration qui a été mis en place, mais bien sûr, le support est là pour accompagner les clients au travers de la migration. donc en complément, donc ce qui est surtout important aussi, c'est qu'effectivement, il y a le fait de répondre aux questions, de pouvoir vous donner les éléments, mais après, la question qui est sous-jacente, c'est jusqu'à quel niveau en fait on accompagne. Donc aujourd'hui, il y a trois options vraiment pour réaliser la migration. La première, c'est une migration en toute autonomie, qui est simplifiée avec les nouveaux VDC en fait qu'on peut créer, donc le VDC premier ou Essential qui sont compatibles avec pour réaliser en fait la migration. Donc le deuxième, c'est le fait de réaliser la migration avec les professional services. On reviendra dessus un tout petit peu après. Et la troisième, c'est une migration qui peut être sous-traitée auprès de partenaires. Donc, on a en français, on a identifié 4 partenaires qui peuvent nous accompagner qui peuvent vous accompagner dans la migration pour avoir une migration complètement clé en main derrière. Et je souhaitais partager aussi, c'est que selon le niveau de support que vous avez un Technical Account Manager qui est affecté et donc qui peut vous accompagner très concrètement dans la coordination de cette migration. Donc, il sera un facilitateur pour pouvoir vous aider dans ce contexte. Une précision, voilà, le TAM est bien, sera capable d'aider les clients qui ont souscrit au niveau de support entreprise. Exactement. Ensuite, bien, voilà. Juste un petit rappel, on vous l'a partagé par email, mais pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, on a un tutoriel vidéo qui reprend en fait l'ensemble de la migration réalisé par l'un de nos collègues, voilà, qui vous permet, si vous êtes allé dessus et que vous voulez revoir pour vous assurer de telle ou telle étape, alors c'est sur YouTube, si vous regardez dans le commentaire, il y a l'ensemble des sections de la vidéo, donc ça vous permet directement de cliquer dessus, d'arriver directement dans la phase qui vous intéresse, où vous avez peut-être des questions, ou parce que vous êtes en train de faire la migration, vous voulez vérifier l'étape suivante et pas recommencer au début. C'est très pratique pour pouvoir avoir l'emplacement qu'il y a à suivre. Ah. La deuxième chose, c'est la partie documentation. Ah mince, pardon, juste un petit instant. Je vais fermer ma propre session. Hop, voilà. La deuxième chose, c'est la documentation. Vous avez certainement déjà vu également qu'il y a la page web qui donne des informations sur la migration. Sur cette page-là, on a fait une mise à jour cette semaine. Donc, vous allez retrouver aussi des éléments chiffrés. C'est-à-dire qu'on a remontré aussi des cas concrets de clients qui effectivement ont telle infrastructure et en basculant vers Essential ou vers Première, il y a tel coût à la fin. Donc ça repositionne aussi le bon positionnement aussi des nouvelles offres versus les anciennes. Alors il y a des corner cases, ceux-là ils méritent effectivement potentiellement d'être discutés en individuel avec vos contacts ou là on peut reparler aussi en spécifique sur la fin. Mais la majorité du temps, effectivement, au coût du CPU, au coût de la RAM, au coût du stockage, à plateforme quasi équivalente, on est vraiment sur une performance qui est accrue versus effectivement un coût performance qui est très bien positionné. Deuxième question. Alors peut-être déjà, je revérifie dans le chat pour essayer de suivre en même temps nos remarques, parce que comme on est en échange directionnel, mais effectivement, on ne vous entend pas. Pour cela, est-ce qu'on a répondu à votre question, en tout cas pour celle-ci? Je vois une question qui, il me semble qu'il n'y a que vers le premier. Vidéo YouTube. Ah oui, la vidéo effectivement YouTube a été réalisée vers une migration vers premier. Effectivement, c'est la réalité. Peut-être dessus, on va revenir un petit peu juste après, en fait, sur les différences entre basculer vers l'une ou l'autre offre. Quelle est la différence? Je pense que Hubert, tu pourras prendre ce point-là au moment où on réévoquera le sujet de différenciation entre les deux offres, le discriminant qui nous permet en fait d'aller vers du Essential ou vers du premier. Donc là, la question c'est il n'y a pas de vidéo pour aller vers Essential, mais quelle sera la différence par rapport à ce tutoriel qu'on a pu partager?
Y a-t-il un ordre conseillé pour la migration? D'abord les hosts, d'abord les data stores. Donc pour la migration, il faudra d'abord commencer par la partie data store, puisqu'il y a nécessité de mettre un data store en global, en fait, qui soit visible sur vos 2 data centres, pour ensuite basculer le compute vers le nouveau data center et donc la partie host. J'en profite également pour partager dessus parce que c'est assez important aussi. On a les data stores qui sont aujourd'hui à votre disposition. Il y a des anciennes générations, il y a aussi des nouvelles générations. Donc là, on va aussi avoir une fin de vie des anciens modèles de data store. Donc si dans la migration, vous voyez effectivement un intérêt de consolider vos data stores, d'en commander de nouveaux pour optimiser votre gestion, ça peut être aussi la bonne occasion parce que très prochainement, vous allez recevoir également un message disant que les anciens data stores devront être effectivement vont être arrêtés encore pour des raisons de performance, mais aussi de sécurité. Donc ça va arriver dans les prochains mois. Donc je vous encourage en tout cas, l'ordre on l'a précisé, et puis il y a effectivement la migration vers les nouveaux data stores qui peuvent avoir un intérêt. Combien de temps faut-il prévoir pour cette migration en fonction du nombre de VM? Alors donc, sur cette question, on va parler du planning un peu. Je vais faire partir du planning un peu total de la migration, puisqu'il y a des étapes avant la migration des VM à proprement parler et des étapes après. Bien sûr, il y a une première étape qui va être de réflexion, de choix des hosts que vous voulez, des data stores que vous voulez, comme Laurent vient de l'expliquer. Ensuite, va y avoir donc le temps nécessaire à la livraison de cette nouvelle infrastructure. Donc, je vous rappelle, on est aux alentours de 30 minutes pour les délais de livraison standard des hosts et de 30 minutes pareillement pour les data stores. Après, suivant si vous allez vers si vous avez choisi d'activer NSX pour les vers premiers, ben, il y a un temps d'activation qui est aux alentours de 2 heures, pardon. Ça, c'est des temps qui sont nécessaires, mais qui n'ont aucun impact sur votre production. Et vous lancez les actions, vous pouvez très bien aller faire quelque chose à côté. Ensuite, il y a une dimension dans laquelle vous allez préparer votre VDC Virtual Data Center de destination, que ce soit dans le contexte, dans le manager OVH ou dans votre VCR. Et donc là, suivant la complexité de votre infrastructure, suivant vos différentes règles en place, ça peut prendre donc entre 1 jour et demi et 1 jour complet. Et ensuite, sur la partie vraiment migration des workloads, des machines, donc là, il y a, comme l'a dit Thibaut, la première étape, c'est donc de mettre un data store en mode global, joignable par les 2 VDC, et de bouger éventuellement vos VM sur ces data stores, ceux ou ces data stores globaux. Et donc là, on est sur du storage motion. Et donc, ce qu'on a constaté quand on mesure les taux de transfert, on est entre 0,5 et 1 Tera par heure. Donc, sans impact, encore une fois, sur le fonctionnement de la VM. Et ensuite, juste redonner le taux, je l'ai entendu et ouais. je sais ça, c'est des éléments clés. Pardon. Donc voilà. Donc sur la partie migration des VM, première étape, on affecte la VM sur la data store là où l'est data store globale. Et donc les vitesses de transfert qu'on a constatées sont entre 0,5 et 1 Tera par heure. Donc 0,5 ou 1 Tera par heure entre les deux. Ensuite, il y a la partie vMotion où vous allez déplacer votre VM de votre VDC d'origine vers votre VDC de destination. Et là, donc, 2 cas de figure se présentent. Le cas qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est des hosts AMD vers des hosts Intel. Donc, les hosts AMD sont les hosts qui constituaient la gamme Dedicated Cloud. Et aujourd'hui, en 2020, on a lancé uniquement des hosts Intel, que ce soit sur la gamme premier ou la gamme Essentials. Et donc là, on est sur l'étape vMotion peut prendre jusqu'à 3 minutes, mais ce qu'on constate sur les tailles de VM, c'est généralement aux alentours de la minute.
Après, il y a aussi la possibilité d'une migration depuis des gammes SDDC vers les gammes 2020. Et à ce moment-là, on est sur des processeurs Intel vers des processeurs Intel et le vMotion se fait en moins d'1 minute par VM. Très bien. Je reviens sur quelques questions qui ont été posées entre-temps. Je reprends un petit peu le backlog de questions qui a pu être passé. En tout cas, Joël, remercie sur ta réponse. On a petite question additionnelle. Nous n'utilisons pas NSX. La procédure de migration indique que les VDS source destination doivent être en même version. Sur la source, notre unique VDS est en 6.0.0. Donc j'imagine qu'il faut mettre à jour. La doc, la vidéo et l'interface indiquent qu'on peut le faire nous-mêmes sans coupure et c'est du VRAC. Je pensais que c'était du VRAC, mais nous ne pouvons pas mettre à jour. Menu grisé. Est-ce que ça signifie que c'est du VXLAN? Comment fait-on la différence entre VRAC et VXLAN? Je ne sais pas si vous voyez dans la question, c'est une question de Emmanuel. Si, j'ai vu. Alors, ce qu'il faut effectivement savoir, c'est que la partie VRAC peut être mise à jour, donc le DVS peut être mis à jour. Et sur la partie effectivement VXLAN, là où il y a le VM Network, celui-là, il faut passer par un ticket côté support en fait, pour l'opération de mise à jour. Voilà, globalement la réponse. Je sais pas pourquoi. Effectivement, du coup, si il est grisé et que vous n'avez pas les droits dessus, il s'agit normalement du DVS public. Donc, il faut effectivement passer par le support pour la mise à jour. Très bien. Il y a une autre question qui avait été posée aussi. Il y a René qui nous pose la question sur le fait qu'il est surpris d'apprendre effectivement cette situation de migration. La réalité, c'est que nous, on adresse toujours en fait sur les adresses email qui sont associées à vos différents contenus que vous avez. Les communications ont été envoyées en fin octobre, tout début novembre pour les dernières personnes ayant été informées. Et on sait que de temps en temps, effectivement, tous nos clients ne mettent pas à jour forcément l'adresse email qui est associée au NIC pour des raisons diverses, administratives ou tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas tenu à jour. Donc, si vous avez pas eu l'information, on s'en excuse, mais vérifiez bien en fait l'adresse email qui est associée à votre adresse, à votre compte NIC, pour que celui qui est associé à la facturation, hein, principalement la majorité du temps, pour qu'effectivement vous receviez bien toutes les communications, et ça ne concerne pas que cette migration-là, hein, c'est toutes les communications qu'on peut avoir sur cette offre et sur vos services que vous pouvez avoir chez OVH Cloud. Ensuite, il y avait une dernière question que j'avais. Ouais, ici. Ensuite, alors, il y a peut-être le vMotion se fait à chaud entre AMD et Intel. Sinon, quelle est la durée de l'interruption? Est-ce de 1 à 3 minutes dont vous avez parlé? Alors, oui, effectivement, sur le vMotion, donc entre du Intel vers du Intel, on peut le faire à chaud. Néanmoins, ce n'est pas possible depuis des processeurs AMD vers des processeurs Intel. Et donc, il y a effectivement une nécessité de power off, faire le vMotion et rallumer la VM sur le VDC de destination. Très bien. Alors, on va revenir à aux questions qu'on a pu recevoir par anticipation, et je vous en remercie d'ailleurs. Combien de temps faut-il prévoir pour cette migration en fonction du nombre de VM? Donc ça, on a pu le voir. Excuse-moi, je repose ma même question vu que j'étais sur la suite. On arrive sur les questions techniques. Est-ce que l'on déploie une nouvelle réseautique ou l'actuelle peut être migrée? Alors, merci en tout cas pour le terme réseautique qui est très large et on va essayer d'y répondre. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont donc définis au niveau de votre offre VMware. Donc, vous le savez, on vous propose un vSphere managé. Là, ce qui arrive en fin de vie, ce n'est pas votre service, c'est uniquement vos ressources hardware, donc les hosts, qui arrivent en fin de vie. Votre offre, vous allez pouvoir, et vous l'avez vu peut-être dans la vidéo, dans la documentation, garder beaucoup d'éléments, notamment d'éléments réseau, votre bloc d'IP, le VM Network est étendu entre les deux VDC, donc vos VM d'un VDC
d'origine peuvent parler au VM que vous auriez déjà migré sur le VDC de destination. Après, il y a nécessité de, si vous avez des Edge NSX ou si vous avez d'autres particularités réseau, vous avez nécessité de les reconfigurer dans votre VDC de destination. Donc c'est une réponse un peu de Normand, désolé, mais certains éléments oui, certains éléments non. En tout cas, on a essayé de vraiment d'être assez complet sur la documentation sur cette partie réseautique. Je crois que vraiment le guide est assez long en partie à cause de ça. Merci. NSX Edge, peut-on exporter et importer les règles de firewall et autres? Oui, donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit aussi Hubert juste avant, c'est que il y a une grosse partie des règles en fait qui sont persistantes entre les deux VDC. Et côté Edge, en fait, c'est plus un redéploiement et pas un export-import de la configuration. C'est traité dans la vidéo justement, cette partie-là. Comment se passe la migration des IP publics entre le DC actuel et le nouveau? Donc là, en fait, c'est pareil. Les blocs IP, en fait, ils sont portés sur le PCC. Donc il n'y a pas de migration entre les deux VDC. Très bien, alors j'en profite parce qu'il y a Mathieu qui nous pose une question aussi liée à ça. Bonjour, notre commercial nous a indiqué... Ah, pardon. Dans la question, on va... Oui, tu étais en train de me dire quelque chose, Thibaut. C'est exactement la question qui était dans le webinaire et pour laquelle on vient de répondre. La réponse qu'a apporté Franck, comme le VM Network, et ce que disait tout à l'heure Hubert, est propagé au sein de toute l'infrastructure PCC, donc des deux data centers. Il n'y a pas de migration d'IP public si elles sont bien routées sur l'infrastructure. Très bien. N'hésitez pas, hein, si notre réponse nous demande quelques précisions, à reposer une question à côté pour qu'on puisse avoir votre retour. Quelles sont les limitations, différences au niveau de la migration selon la gamme choisie, Essential ou Premier? Alors, donc, la procédure dans son ensemble est très similaire. La seule différence va se jouer donc au niveau du réseau avec NSX. Donc, sur Essentials, NSX n'est pas disponible. Et à l'inverse, sur Premier, NSX est inclus par défaut. Du coup, ça la nécessite, si vous n'avez pas NSX sur votre offre actuelle, de commencer par activer NSX de manière à rendre votre VDC d'origine compatible avec un VDC premier. Donc dans la documentation, et dans la vidéo, on a adopté une approche de présenter la migration la plus complexe, donc vers premier avec les composants NSX. Si vous n'utilisez pas NSX ou si vous migrez vers Essentials, vous pouvez tout simplement ne pas effectuer ces étapes reliées à la migration et à la reconfiguration de NSX. Très clair. Je vais revenir à la question juste avant, parce que Mathieu nous a rajouté une précision. Donc, mais du coup, le bloc IP passera tout seul sur le nouveau data center dans le manager OVH, point d'interrogation. On risque de perdre le bloc quand le vieux DC disparaîtra. Alors du coup, je vais répondre directement en live, mais le bloc étant rattaché à l'infrastructure et non pas au VDC, il n'y a aucun risque de perte du bloc. Et en fait, tout comme aujourd'hui dans le premier VDC, vous configurez l'IP sur une VM, ça sera le même principe sur le nouveau VDC. Il faudra juste faire attention que les IP ne soient pas configurés des deux côtés, par exemple. Mais du coup, les IP seront bien disponibles sur tous les VDC de l'infrastructure. Donc, il n'y aura aucun souci de ce côté-là et pas de souci non plus de perdre le bloc. Merci Thibaut. Et pour revenir sur cette question au niveau d'Essential et Première, on a une précision qui est souhaitée par Emmanuel. Si on passe sur Essential sans NSX, comment faire alors pour les VLAN existants dans le VDC AMD?
Alors, VLAN ou VXLAN? VLAN, il y a aussi des VLAN du Verax sur Essential, donc il n'y a pas de souci de ce point-là. Par contre, si effectivement vous utilisez des VXLAN aujourd'hui et que vous souhaitez aller sur Essential où il n'y a pas de VXLAN, il y aura une petite procédure à prévoir pour la migration de VXLAN vers VLAN, par exemple. Donc soit faire un pont entre les VXLAN et le VLAN, soit prévoir une coupure le temps de basculer des réseaux VXLAN vers les réseaux VLAN. Très bien. L'API Compliance indique que nous devons d'abord migrer vers Dedicated Cloud 2016. À quoi correspond cette étape? Alors en fait, c'est pas vraiment une étape, c'est que aujourd'hui, cette infrastructure ne doit pas être encore whitelistée au niveau de la migration, puisque aujourd'hui, on ouvre les vannes au fur et à mesure. Donc c'est simplement qu'aujourd'hui, cette infrastructure n'est pas encore éligible à la migration, mais il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire directement après vers Essential et ou Premier. Et vous pouvez nous contacter éventuellement si nécessaire. Pour vérifier ce point et éventuellement être ajouté dans les batchs si vous voulez commencer d'ores et déjà votre migration. Je vais juste compléter, effectivement, aujourd'hui, on a fait la communication globale, on a des batchs en fait d'activation qui sont réalisés. À chaque fois que le batch passe, vous recevez un mail individuel qui vous dit qu'effectivement, maintenant, vous êtes éligible en fait à réaliser la migration. Si vous avez un souhait de le faire plus tôt, on a possibilité de vous prioriser en fait dans les batchs. Donc, on pourra vous redonner les coordonnées ou créer un ticket pour pouvoir effectivement faire la demande de priorisation afin d'effectivement de pouvoir le faire en fonction aussi de votre calendrier. Il y a une question qui est posée aussi. Avons-nous une idée de la date de fin de vie sur Essential, par exemple inférieure ou supérieure à 4 ans? On t'entend pas, Hubert. Ouais, je pense que tu es mis en mute. Ah ouais, j'étais en mute. Ouais, donc je peux prendre cette question, c'est ce que je disais. Donc pour les gammes antérieures à 2019, on a une page de documentation, alors qui pour l'instant n'est qu'en anglais et on est en cours de traduction sur cette page-là, dans lequel on annonce par typologie de DOST les dates des fins de vie prévues. Et pour la gamme Essentials, on est effectivement sur un supérieur à 4 ans sur cette fin de vie. Ce n'est même pas encore planifié aujourd'hui. Elle n'est pas planifiée, mais on peut quand même aussi préciser quand même que sa durée de vie sera plus courte qu'une offre première. Donc, s'il y a un souhait vraiment de le garder le plus long possible, ça sera, je vous encouragerai à aller plus vers du premier. Alors, encore une question pour la migration whitelist. C'est surtout que notre account manager nous met la pression. Donc, si je comprends bien, en gros, aujourd'hui, vous avez besoin d'être whitelisté. Donc, moi, si vous pouvez, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut peut-être passer en mode chat en direct avec Bastien sur cette question? Comme ça, on peut peut-être avoir ces informations pour reboucler en parallèle. Je pense que le mieux, c'est Bastien, on peut prendre votre identifiant client et on discutera de ça offline. Exactement. On passe à la question suivante dans ce cas-là. Nous avons une offre SDDC 2016, mais impossible d'ajouter un VDC premier sur le PCC. Les offres SDDC 2016 sont-elles éligibles? Pour toi également, Hubert, cette question-ci. Ouais, donc là je pense que c'est un peu la même réponse qu'a faite Thibaut à la question. Donc, comme il l'a dit à la question précédente, on a une whitelist d'identifiants clients qui nous permet de contrôler le flux de la migration de ces upgrades pour garder une bonne qualité de service tant au niveau de notre capacité à livrer les ressources en data center que de notre capacité à traiter les questions éventuelles qui pourraient survenir pendant l'upgrade. Donc c'est probablement que si vous ne voyez pas les autres VDC, c'est probablement que vous n'êtes pas whitelisté. Et donc dans ce cas-là, je vous invite pareillement, le process normal ce serait de faire un ticket au support en indiquant que vous souhaitez être whitelisté. Et nous, après, on fait le nécessaire pour ça.
Là, je ne sais pas si vous avez moyen de m'envoyer un message personnel dans le chat avec votre identifiant client et on prendra ça à partir de là. Pour pouvoir envoyer les éléments, vous pouvez poser en faisant une question, en fait, on récupère vos informations et sur la question, ensuite, on peut passer en mode chat pour pouvoir discuter avec vous. Ouais, merci Bastien pour les éléments, on les a bien reçus. Alors, je voyais qu'il y a une question aussi juste entre deux. Nous avons actuellement un VDC Pack L. Sur le manager, il est indiqué que le CPU est de 99 GHz. À quoi correspond ce chiffre? Quel est l'équivalent en Essential 64? 99 GHz, le CPU, ça devrait être une sorte de somme de l'ensemble des hosts, j'imagine. Donc c'est du cluster. Je pense que c'est ça, ouais. Sans plus de détails que ça, je pense que c'est l'équivalent. Et donc, j'imagine qu'il y a une dizaine de hosts sur le PCC qui sont ensemble. Donc effectivement, si on part sur du Essential, on va rentrer. Le modèle, il est en mode cluster. Donc si vous avez 10, il faut considérer que vous avez 9 hosts qui sont exploitables pour avoir toujours un dispo en cas d'incident. Et effectivement, il faut regarder, si vous allez sur les pages web de Essential, vous allez sur Essential 64, par exemple, où vous regardez l'ensemble des offres, vous avez le nombre de GHz par host, donc il faut refaire le produit. Si on en a 100 et que, je vais prendre, il n'y aura pas 20 GHz, mais disons qu'il y a 10 GHz qui est généré par host, ben vous allez retrouver effectivement à peu près dans la même équation et on ferait 10 hosts. Donc je pense qu'il y a peut-être même plus que 10 hosts sur votre infra existante. Si on vous donne un ID client, vous pouvez donner une estimation pour être whitelisté, une estimation de temps. Je pense qu'on passe des batchs quasiment 2 fois par semaine, peut-être 1 fois par semaine. Donc si tout est ouvert, normalement ça peut être fait dans les jours qui suivent, c'est ça Hubert? Ouais, alors j'ai indiqué, je répondais par écrit, j'ai indiqué 2 semaines pour se donner un peu de marge, mais effectivement, on a des batchs de migration toutes les semaines. Du coup, pour être un peu, se donner le temps, comme généralement les batchs sont prévus à l'avance, c'est-à-dire que je prévois pour la semaine, enfin quelque part le batch qui arrivera la semaine prochaine il est déjà prévu cette semaine. Et donc le prochain batch dans lequel il y a de la place entre guillemets, hein, c'est dans 2 semaines. D'accord. Je me permets de compléter parce que je pense que la question de Bruno était aussi de savoir quand il serait planifié. Et ça aussi, les planifications ont été faites, donc on peut vous indiquer effectivement quand vous serez enfin, à quel batch vous êtes prévu et éventuellement voir avec vous hein, pour faire accélérer si vous le souhaitez. Question pour nous, on fait comment? On prend les identifiants des différents clients, on leur demande de créer plutôt un ticket support et on répond dessus. Parce que je pense que si on fait ça, on va là à la fin, on aura. Donc on peut-être proposer à Je pense Bruno que de nous l'idéal, envoyer. pour avoir un Ouais. suivi, c'est de passer par le support, par la création d'un ticket. Comme ça, au moins, il y aura un suivi. Très bien. Donc là, comme Bruno vient de nous répondre, super. Donc ça, une estimation de date. Ah oui, effectivement, Mathieu revient sur le fait que ces 99 GHz, c'est uniquement pour 2 hosts. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder sur le sujet. Pareil, Mathieu, si tu peux créer un ticket support, comme ça on pourra effectivement réagir dessus. Et idéalement mettre ton identifiant dans l'échange qu'on a là par question pour qu'on puisse rebondir à l'issue de ce webinaire. Je vais me stopper sur les questions que tu as posées entre-temps. Je vais reprendre sur nos questions qu'on a pu avoir par anticipation et on reviendra sur la suite des questions juste après. Est-il possible d'avoir une interconnexion réseau entre le nouveau et l'ancien data center? On n'a pas encore répondu. Donc, pas autant pour moi. On y a un peu répondu sans y répondre. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments réseau qui sont partagés. Là, en tout cas, les VM, le VM Network est de la même manière que le bloc IP un attribut du service, donc du PCC. Et donc, ce VM Network là permet au VM qui serait sur un VDC A
de communiquer avec les VM qui seraient sur un VDCB. Très bien. Je reviens sur la question du batch avant, parce que je pense que ce sera une bonne manière aussi de donner de la visibilité. Le dernier batch, il est planifié pour quand? Parce qu'au final, on est en train de dire qu'on peut les prioriser, Fin mais février. effectivement, c'est fin février. D'accord. Et donc, il y a une autre question qui est liée aussi au niveau des batchs. Nous ne sommes pas encore passés dans le batch, et donc, si je comprends bien, au mieux, on pourra migrer 2 semaines avant la fin de possibilité d'ajout de host ou data store. Non, la remarque, c'est une fois que vous êtes passé dans le batch, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire la migration jusqu'à la date de fin de vie, quelque part. On vous encourage à l'anticiper, parce que très concrètement, si vous arrivez dans la dernière phase et que vous n'avez pas fait toute votre migration, vous arrivez dans une situation où votre infra va s'arrêter. Donc anticiper, ça c'est, et plus qu'anticiper, ce que je recommande aussi, c'est de regarder sur l'ensemble de vos infrastructures. C'est pas une occasion aussi de faire de la consolidation, d'optimiser aussi votre infrastructure, vu qu'on part sur des clusters avec plus de performance et aussi des fonctionnalités plus avancées. Donc voilà. Donc c'est pas, vous n'avez pas 2 semaines une fois qu'on vous whitelist. Au moment où vous êtes whitelisté, vous pouvez le faire dans les créneaux qui nous amènent jusqu'au 31 juillet. Comment se passe la migration au niveau des pools IP? Donc, on est très IP, mais c'est effectivement un des éléments cœur de la bascule, Thibaut. Alors, du coup, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, hein, l'avantage du processus aujourd'hui, c'est que ça sera donc un data center dans la même infrastructure, et donc les pools d'IP, s'ils sont bien rattachés à l'infrastructure, il n'y aura pas de migration à prévoir en fait. On pourra migrer la VM du VDC A vers le VDC B, tout en gardant la configuration réseau publique pour la partie publique. Après, peut se poser peut-être des questions, ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure sur la question de réseautique, si on parle d'IP, de pool privé éventuellement, donc là, suivant si c'est des VXLAN ou des VLAN. Très bien. Alors, pour parler un peu d'autre chose que le réseau, il y a une question de stockage, donc, on va la prendre. Nous avons un SDDC 2016 avec 6 x 6 Tera SSD Accelerated, commandé en 2021, avec la fonction donc Convert to Global disponible dans le manager. Peut-on les convertir en global et les garder en l'état dans le nouveau VDC pour éviter la phase de storage vMotion? En note, les 6 data stores sont dans un cluster de stockage. De mon point de vue, c'est des data stores nouvelle génération, c'est des 6 Tera. Ouais, si elles ont été commandées en 2021, effectivement, c'est malgré le fait que ce soit écrit du SSD Accelerated, c'est du full SSD. Effectivement, si les VM pointent déjà sur ces data stores-là, alors il n'y a pas d'étape de storage motion. L'étape de storage motion est à faire uniquement si vos data stores ne sont pas compatibles avec les nouveaux hosts, et donc on passe par une étape où on ajoute des nouvelles data stores compatibles, on rend ces nouvelles data stores globales, et on fait cette étape de storage motion. Là, de ce que je comprends, ce client a quelque part anticipé en 2021 et a déjà basculé sur des nouvelles data stores. Juste une précision. Vas-y, Franck. Non, vas-y, Thibaut, alors. Tu vas peut-être dire Je pense que c'était la même. À noter quand même que sur les data stores, quand ils sont globaux, il y a certaines fonctionnalités qui ne peuvent ne pas être exploitées. Donc, il est possible de garder des data stores en globaux. On conseille quand même de rebasculer sur des data stores attachés au data center. Alors non, moi j'allais aussi dire quelque chose, c'est qu'effectivement la partie plus compatibilité elle est disponible sur les API, donc pour vérifier effectivement si le data store peut devenir global ou pas. Donc ça, vous pouvez le faire à travers les API et ça vous donnera la liste des data stores éligibles en fait. Dans tout ça, il y a quelques questions au niveau du prix. Est-il prévu un accompagnement pour le coût transitoire ancien vers nouveau PCC, double location, le temps de la migration?
Donc non, aujourd'hui c'est pas le positionnement. Ensuite, effectivement, il y a des cas spécifiques dans lesquels on peut effectivement avoir une discussion en individuel. La réalité, elle est que aujourd'hui, quand on regarde en fait la plupart des use cases de l'ensemble de nos clients, le fait de migrer vers une nouvelle offre, en fait, il y a une optimisation en fait du coût. Donc, il y a vraiment un retour sur investissement de faire la migration. Alors, il y a un coût de la migration. Nous, on a développé un ensemble d'outils pour pouvoir simplifier, et on a pu en parler, pour simplifier en fait la phase de migration. Mais effectivement, il y a un effort qui est de votre côté, de coordination, de mise en place, d'accompagnement en interne, et on en est conscient. Par contre, effectivement, sachez qu'une fois que vous faites vraiment le calcul, une fois la migration réalisée, vous allez en fait vous y retrouver dans la plupart des cas. Donc, si vous avez des corner cases, vous avez une situation, on vous a partagé aujourd'hui un exemple qui est sur le site, on connaît d'un point de vue de vos infrastructures la majorité des cas. S'il y a des cas spécifiques, n'hésitez pas à ouvrir un ticket, prendre contact avec nous, hein, on est bien sûr ouvert à la discussion, mais voilà, le modèle est vraiment que vous retrouvez du retour sur investissement à très court terme. Au niveau tarif, y a-t-il une période sans double facturation? Quelle est-elle? Donc je rejoins un peu sur cette question. Par contre, il y a un point qui est important. Comme vous devez le savoir, aujourd'hui, vous pouvez prendre en fait des ressources en location mensuelle ou à l'heure. Donc, quand vous faites votre migration, nous, on vous encourage à le faire pour pouvoir optimiser aussi votre facture, de le faire effectivement plutôt vers la fin du mois. Comme ça, vous basculez en fait en tarif à l'heure. Vous ajoutez en fait vos ressources, vous faites votre migration. Une fois que vous avez fait votre migration, le début du mois suivant, vous repassez en mensuel sur les nouveaux, et les anciens, en fait, vous les résiliez. Ce qui fait que la période de recouvrement n'est pas d'un mois, mais va effectivement d'être un certain nombre de jours pour réaliser en fait votre migration. Donc il y a moyen d'optimiser en fait le double coût en utilisant les modèles en fait de facturation entre à l'heure et de manière mensuelle. Le coût de la nouvelle offre vient-il s'ajouter à celui de l'ancien Dedicated Cloud pendant la durée de migration? On vient d'en parler, c'est le cas. L'assistance par le Professional Services est-il payant? Est-elle payante? Ça va permettre de faire le lien avec Lionel qui va partager effectivement ce qu'est les Professional Services chez OVH Cloud, et on va répondre à cette question. Je te laisse répondre. Impeccable, merci. Alors oui, les Professional Services, c'est effectivement une prestation d'accompagnement payante, et je vais vous montrer juste dans les slides d'après comment on positionne un petit peu cette assistance. On a pour habitude de présenter les Professional Services de la manière suivante. En fait, on a 4 types d'assistance qu'on peut proposer à nos clients, 4 types d'expérience finalement avec nos solutions. La première, celle que vous voyez vraiment tout à gauche, c'est vraiment toute la documentation et les guides techniques. Et pour information, on rappelle, il y a eu énormément d'investissement qui a été fait par nos équipes pour vous mettre à disposition justement tous ces guides techniques et ces vidéos pour vous rendre la migration ou même l'installation la plus simple possible. Donc voilà, beaucoup d'investissement dessus. Tout est prêt en principe sur cette partie-là. On a ensuite des clients qui veulent se dérisquer complètement sur ce genre de migration, ou d'ailleurs même quand ils arrivent vers chez nous. Et donc, dans leur parcours, on prévoit effectivement de les mettre en relation avec un large écosystème de partenaires en France et à l'étranger pour ce type de migration, j'y reviendrai, ou pour tout type d'ailleurs de transformation digitale ou de move to the cloud. Donc ça, c'est des départements qui vont faire ce que j'appelle du turnkey services, c'est vraiment des migrations clés en main, de l'installation clé en main, et qui vont faire en général le management, le monitoring, la résilience, qui vont tout partager avec vous. Les professional services arrivent en général en top des différents niveaux de support, c'est-à-dire peu importe le niveau de support que vous pouvez avoir, certains clients ne souhaitent pas passer par des partenaires et préfèrent avoir un petit peu d'assistance de nos équipes, de nos experts. Et là, on intervient sur un mode très simple, c'est de l'assistance, et on vous guide. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez l'expertise, vous savez en principe, vous connaissez les fonctionnements du réseau, de la virtualisation, de la sécurisation, et vous souhaitez un petit accompagnement ou des formations pour vous aider, vous accompagner sur le move to the cloud ou les migrations de manière générale. Et enfin, dans le parcours de nos clients, pour ceux qui peuvent souscrire au support entreprise, qui est vraiment le meilleur niveau de support au sein d'OVH Cloud, vous avez l'accompagnement dédié d'un Technical Account Manager qui est vraiment une relation technique privilégiée et qui va vraiment vous accompagner dans toutes les phases de vos projets, et notamment sur l'optimisation aussi de vos infrastructures.
parfois dépend de nos commerciaux d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, c'est un peu les grandes lignes de nos accompagnements. Si on passe à la suite, Voilà, hop, pas de problème. ça arrive. Excusez-moi pour ce partage. De manière générale, au niveau des professional services, pour vous les présenter en un slide, on accompagne nos clients et partenaires sur voilà, 3 grands piliers. Les formations ou l'onboarding, c'est vraiment vous montrer finalement comment utiliser le Hosted Private Cloud ou le VMware, le NSX, le vSphere, enfin toutes les notions autour de nos solutions en environnement VH Cloud. On n'est pas là pour remplacer VMware. On est vraiment là pour, voilà, pour faire des formations. En général, c'est courte durée. On ne parle pas de 3 à 5 jours de formation. C'est souvent entre 2 et 4 heures, parfois un peu plus en fonction du scoping. Le deuxième pilier, c'est l'assistance justement à la migration, assistance au build, parfois aider aussi nos clients à délivrer plus rapidement un POC. Et enfin, troisième partie, c'est tout ce qui est conseil technique. Ça peut couvrir de l'audit d'infrastructure, des problématiques de stockage, d'optimisation d'infrastructure, de problèmes de performance, de réseau. Et on accompagne aussi nos clients sur pas mal de cas d'usage autour du réseau. Il y a beaucoup de questions techniques qui arrivent dans nos équipes notamment sur du réseau, sur du PRA, sur des plans de reprise d'activité, sur la résilience, sur comment sécuriser mon infrastructure, sur comment migrer mon infrastructure, parfois sur un certain nombre de notions liées à l'architecture, au design d'infrastructure. Voilà, globalement, ça couvre l'ensemble de nos univers. Voilà pour cette partie-là. Et si je vous montre, voilà peut-être 1 ou 2 packs qu'on propose pour l'accompagnement spécifique pour ces migrations. Donc, le premier pack très simple, l'équivalent d'une journée ou de 8 heures plutôt d'accompagnement. Je vous disais tout à l'heure qu'on vous montre finalement comment faire. On considère que vous avez déjà un peu d'expertise, de connaissances autour de ces infrastructures, autour du vMotion. Et on est là plutôt pour vous montrer un certain nombre de choses autour de l'architecture, par exemple, on va vous aider peut-être on va repasser en revue toutes les étapes de cette migration. On va vous aider peut-être lors des différentes phases, aussi bien en amont que pendant le testing, les migrations d'NSX ou des VM. Donc, on va vraiment vous guider, répondre à toutes les questions techniques que vous pourriez avoir pour bien sécuriser cette migration. On considère que 8 heures, c'est le minimum et on pense qu'en 8 heures, on peut couvrir beaucoup de cas. Ce pack-là, on considère qu'il est bien, il est adapté pour des clients ou partenaires qui ont déjà une fois de plus un certain degré de maturité et des environnements relativement simples, souvent sans NSX. Qui sont déjà à l'aise sur ce genre de migration. On a un deuxième pack un peu plus soutenu, c'est 2 jours, hein, donc c'est pas non plus énorme. Et dans ce pack-là, on considère que là, on va un peu plus loin dans l'aide, dans l'assistance autour de l'architecture, autour de la migration. Donc, on aura beaucoup plus de temps à passer avec vous. C'est pour des architectures parfois un peu plus complexes, souvent avec du NSX. Voilà, et puis parfois avec aussi plus d'une centaine ou quelques centaines de VM pour lesquels on peut aussi réfléchir ensemble à comment automatiser un certain nombre de choses. N'hésite pas, Franck, si tu as des compléments. Non, peut-être juste effectivement, mais la différence entre les deux, entre 8 heures et puis les 16 heures, c'est que dans les 8 heures, on est vraiment sur une approche où on va vous montrer. On va pas vraiment avoir le temps, par exemple, de participer avec vous à la migration, être présent pendant la migration. Tandis que les 16 heures, on a plus la possibilité de faire un workshop où vraiment on va être avec vous pendant cette migration, en fait. Voilà. Et si on passe au dernier slide, je crois, je ne sais pas s'il y en avait un autre sur la partie partenaire. Je vais revenir dessus juste avant, parce que c'est entre les différents cas. Il y avait un cas concret qui nous avait été aussi posé en question, qu'on n'a pas regardé ici, qui est un peu plus spécifique. SDDC de juin 2017, donc 2 clusters, UAT et production. NSX, Logical Switch and Distributed Firewall, vu par les 2 clusters. NSX Edge dédié pour l'UAT et pour la prod, VM Network, Transit et différents VLAN du VRAC. La question: pourra-t-on découpler la migration des clusters et tester l'UAT avant la prod? Je peux répondre? Ouais, volontiers. Donc effectivement, on peut le traiter par cluster, hein, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Voilà, globalement ce que je peux dire. C'est plus une adhérence par cluster. Après, on a eu des cas aussi où les clients, ils avaient par exemple actuellement 2 clusters, ils partaient sur un seul cluster en cible. Mais voilà,
on peut tout à fait garder les deux clusters et effectivement en traiter un puis l'autre en fait. Juste pour généraliser. Vas-y. Ouais, je voulais juste compléter un petit peu et dire que il y a les clustering, effectivement, suivant comment sont gérés les réseaux, mais l'avantage aussi des VDC, c'est que comme on peut étendre, si on a par exemple les VLAN ou les VXLAN, si on va vers du premier, qui peuvent être étendus sur les deux VDC, ça permet même d'aller un peu plus loin, on peut même migrer 2-3 VM, voir si ça fonctionne bien, et vraiment y aller VM par VM et faire progressivement la migration. Très bien. Oui, on l'a dit entre les lignes, mais les migrations sont déjà engagées pour beaucoup de clients depuis pas mal de semaines. Donc aujourd'hui, on a du retour dessus. Les migrations sont une étape qui est toujours pas forcément l'activité que l'on a envie de faire tous les jours, mais qui fait partie de la vie quand on gère de l'informatique. Et aujourd'hui, on a des très bons retours, vraiment des personnes satisfaites une fois la migration faite. Donc c'est des retours qu'on vous dit, c'est pas que des paroles, c'est vraiment ce qui vous a été remonté. Donc, je vous le partage également dans le sens que vous n'êtes pas les premiers à faire les migrations et d'autres personnes sont passées avant vous et il y a une vraie satisfaction à la fin de la migration. On arrive au bout. Par contre, effectivement, il y a un dernier élément qu'on voulait aussi vous partager. Donc, on a parlé Professional Services et comme disait Lionel, il y a 4 partenaires qui ont été également identifiés. Donc, si vous allez sur le site web où on VH Cloud Migration VMware, vous allez retrouver en fait ces 4 partenaires. Les 2 premiers ont même créé une page avec un petit formulaire si vous avez souhaité de les contacter en direct. Voilà, l'approche, c'est vraiment de se dire en fait qu'il y a une certaine granularité. Pleine autonomie, vous pouvez le faire par vous-même grâce aux documentations, grâce aux tutoriels, grâce à l'accompagnement de nos équipes en réponse aux questions support ou également à travers un TAM qui peut vous aider dans la coordination. Ensuite, si vous voulez plus d'accompagnement, donc là, effectivement, on a les Professional Services qui sont là. Et j'ajouterai aussi que les Professional Services travaillent avec d'autres Professional Services. Donc, s'il y a des besoins même beaucoup plus larges, parce que selon votre projet, ça peut être de différents besoins qui peuvent être identifiés. Ça peut être effectivement des packs d'heures qui peuvent être faits avec les Professional Services. Vous pouvez prendre 1 heure à un moment, vous pouvez prendre 3 heures plus tard et les consommer en fait sur une année. Il n'y a aucune obligation à tout consommer immédiatement. Si c'est moins, il restera forcément du crédit. Le dernier, c'est effectivement de se dire, je veux complètement le sous-traiter, je ne veux pas m'en occuper. Ces partenaires qui sont cités ici sont des partenaires qui ont déjà réalisé des migrations, donc ils ont déjà fait ces étapes qu'on est en train d'évoquer, et vous pouvez quand même donner les clés pour effectivement réaliser cette migration. Juste pour une dernière information, les 2 premiers à gauche sont vraiment des francophones. Les 2 autres à droite, c'est plutôt pour le marché Europe du Sud. Mais voilà, donc juste une petite précision pour nos clients francophones. Dans les dernières questions qu'il y avait, on a ou bien alors c'était la question initialement, c'est les nouveaux data stores sont bien nommés selon ce type PCC-datastore- le numéro de DC- la capacité- le type. Je suis surpris du côté DC 2016, c'est les seuls datastores que nous pouvons commander. Donc là, effectivement, il y a une demande de précision, ce sera fait en direct, ou bien il nous manque quelque chose dans le terme d'upgrade. Donc ça sera vu indépendamment. Au niveau des backups, y a-t-il une migration de Vim? Devons-nous refaire la configuration de Vim sur le nouveau data center, pardon. Est-ce que quelqu'un veut prendre la question? Je peux, oui. Enfin, là, en fonction effectivement du cas, est-ce que c'est le Vim Manager qui est référencé ou la partie Vim Enterprise? Ça peut être différent, mais effectivement, sur le cas du Vim Manager, par exemple, il y a une action à effectuer. C'est dans la partie normalement vidéo et dans la documentation qui est prévue pour la reconfiguration des backups. Donc après, Vim Enterprise, c'est encore autre chose, mais effectivement, il y a de l'adaptation à faire sur cette partie-là aussi. Alors, une question qui vient d'arriver. Est-ce que vous connaissez la date à laquelle tout le monde sera éligible, sans passer par le support? On partageait donc fin février, tous les batchs seront passés. Donc à partir de fin février, tout le monde aura effectivement la possibilité de faire sa migration sans avoir besoin d'être whitelisté. Existe-t-il une prestation effectuée par OVH Cloud qui ferait toute la migration? Et si oui, à quel tarif? Nous avons 2 hôtes, 2 data stores.
Oui, là, je préfère y répondre. On a essayé de clarifier tout à l'heure que voilà, dès qu'il s'agit d'assistance à nos clients, on peut le faire. Dès qu'il s'agit de clés en main et de tout faire, on les oriente vraiment vers nos partenaires qui ont pour l'habitude de faire ce genre de prestations pour tout dérisquer à 100%. Pouvez-vous me valider que via vMotion, on peut migrer notre plan d'adresse IP interne, cordialement? Question de Alors, ça sera pas directement par vMotion, il faudra avoir déjà le type de réseau, si on est sur des VXLAN ou des VLAN, et également du coup la cible Essential ou premier. Et il faudra éventuellement, pour les VXLAN, il faut étendre la plage de réseau, et les VLAN, il faut bien penser à les recréer dans l'autre data center, et pour que les VLAN soient bien propagés et accessibles sur les deux data centers. Donc sur le réseau, effectivement, il y a des petites préparations à faire, et il ne faut pas hésiter de tester avec des VM au préalable pour vérifier que la communication réseau est bien opérationnelle avant de lancer la migration. Quelles sont les limitations à conserver un datastore global des datastores globaux après migration? Avez-vous une liste de différences globaux, non globaux? Et ne peut-on pas déglobaliser un datastore après migration? La limitation en fait entre le fait que le datastore soit global ou pas, quelle est la différence en fait, parce qu'on a évoqué que c'était mieux de le remettre en... Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut le déglobaliser? Est-ce qu'effectivement on peut l'activer? Est-ce qu'on me confirme bien qu'aujourd'hui on peut déglobaliser un datastore? C'est toi, Thibaut, qui avait préconisé de ne pas les laisser en global après? Oui, il y a plusieurs choses, enfin certaines choses qui sont liées à l'automatisation OVH. Après, ça peut être aussi si les clients utilisent des clusters DRS, de storage DRS. Donc après, il faut voir l'utilisation, mais globalement, oui, on recommande plutôt de le repasser enfin d'utiliser des standards. Alors, Hubert me corrigera si besoin, mais aujourd'hui, on ne sait pas déglobaliser un datastore. Donc ça passera par la commande d'un nouveau datastore dans le nouveau virtual data center, du coup, directement. Ouais, et effectivement, on n'a pas encore on n'a pas de documentation sur les différences entre globaux et non globaux, et c'est un bon retour. On va ajouter ça. On vous remercie tous d'être venus et on reste toujours disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Très bonne journée, très bonne semaine et à bientôt. Merci. Merci à Bonne tous. journée. Au revoir.